Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une édition spéciale sur la guerre à Gaza entre le Hamas et Israël. Pour en discuter, je reçois sur ce plateau le député des forces libanaises, Pierre Bouassi. Pierre Bouassi, bienvenue. Merci de m'avoir reçu. Oui, merci d'être avec nous. Je salue les spectateurs d'Ici Beyrouth et de votre programme édition spéciale. Merci beaucoup. Le déclenchement de cette guerre a stupéfait le monde entier. Comment vous expliquez ce timing ? Est-ce que ça a un rapport ou un lien direct avec le fait que l'Arabie saoudite se préparait à une normalisation de ses relations avec Israël? Je ne crois pas que c'est lié, sincèrement. Il y a trois éléments dans cette opération. D'abord, il y a le droit des Palestiniens de reconquérir leurs terres qui leur a été spoliées et volées en quelque sorte. Il y a l'élément que Hamas a démontré, en fait, c'est un très haut niveau d'organisation. Et il y a cette opération qui a noyé, en fait, la chaîne de commandement et de contrôle d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que le nom de l'opération, c'est le déluge. Le déluge d'Al-Aqsa. Ce déluge visait à noyer la chaîne de commandement et de contrôle. Il a réussi. Et je ne crois pas que c'est un lien quelconque avec le rapprochement de l'Arabie saoudite et d'Israël. Le rapprochement qui n'a pas encore eu lieu. Mais comment le Hamas a pu préparer toute cette opération sans que les services de renseignement israéliens ne détectent quoi que ce soit? La faille principale, et je vous remercie pour cette question, la faille principale d'Israël n'est pas une faille militaire. C'est une faille de renseignement. Et je vais vous expliquer pourquoi. La doctrine militaire, qui n'est pas très ancienne, en fait, que les Américains ont appliquée en 2003, elle est basée... Enfin, l'objectif, c'est de noyer la chaîne de commandement et de contrôle. Pour réussir cela, il y a deux éléments. Les surprises et attaquer sur plusieurs fronts. Et si on peut aussi, avec des troupes héliportées, etc., des déploiements maritimes, tout ce qu'on peut faire, mais surtout attaquer sur plusieurs fronts. Et sans surprise, cette doctrine ne peut pas marcher. Ils ont bénéficié, Hamas, de l'élément de la carte surprise parce que les Israéliens ont démontré un échec total à travers leurs services de renseignement, qu'ils soient internes comme le Shin Bet, qu'ils soient externes comme le Mossad, un ratage total, et voilà le résultat. Mais comment ça se fait? C'est-à-dire les Israéliens disposent d'une technologie qui est très avancée et beaucoup d'effectifs, comme on le sait tous. Donc, je ne vois pas, enfin pas juste moi, mais tout le monde ne voit pas comment une chose pareille a pu se produire. Ils n'ont je suis contre la théorie du complot, pour commencer par cela. Ils ont des moyens technologiques très avancés, certes, mais les moyens technologiques très avancés au niveau du renseignement ont toujours eu un résultat échec total. Rien ne remplace le renseignement qui serait fait par des gens du terrain, infiltration, etc. Maintenant, leur puissance technologique militaire, elle est là. Mais comme ils ont failli, parce qu'ils ont, à mon avis, trop appuyé au renseignement technique et technologique, tout le dispositif militaire et toute la technologie militaire s'est avérée insuffisante parce que, comme j'ai dit, la surprise et l'attaque sur plusieurs fronts et surtout aujourd'hui les prises de prisonniers de guerre et d'otages civils. C'est ça dont je voulais vous parler. Donc maintenant, il y a un énorme bilan humain des deux côtés. Enfin, on va aussi dire objectivement que du côté israélien, c'est beaucoup plus élevé que du côté palestinien. Il y a aussi une prise d'otage. Est-ce que cette prise d'otage sera une genre de carte, un bargaining chip, pour que Hamas ou Gaza puissent négocier avec l'État d'Israël, ou enfin faire une sorte de pression psychologique? Quel est le but d'avoir cette prise d'otage? Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux donner ma lecture de la situation. Cette opération s'est faite sur deux niveaux. Le premier, on a dit, noyer la chaîne de commandement et de contrôle, qui nécessite la surprise, attaquer sur plusieurs fronts. Ça, c'est terminé, à mon avis. Ça, c'est fait de manière très réussie, mais ça a porté les fruits que cela a porté. À mon avis, Hamas ne va pas continuer. Aujourd'hui, il a une arme beaucoup plus efficace que les armes légères et lourdes qu'ils ont été utilisées, plutôt légères que lourdes d'ailleurs. L'arme principale aujourd'hui aux mains de Hamas, c'est les prisonniers de guerre et les otages qui ont été pris. Je signale ici
qu'Israël cherche toujours Ron Arad, dont l'avion a été abattu au-dessus du Liban. Ils veulent la dépouille, peu importe, mais ils veulent avoir quelque chose de Ron Arad. Qu'en serait-il s'il y a des centaines et des centaines? À mon avis, la vraie arme de cette deuxième étape de Hamas, ce sont les prisonniers de guerre et les otages. Bon. Est-ce qu'il y aurait, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je ne sais pas, vous me direz, est-ce qu'il y aurait un lien avec les affrontements qui ont eu lieu à Ain el-Helwe? Sincèrement, je ne crois pas du tout. Ain el-Helwe est un cas très particulier. Il n'y a pas de contact direct avec la bande de Gaza, déjà c'est très loin. À Ain el-Helwe, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que Hamas a fait basculer le contrôle d'Ain el-Helwe, ce qui était entre les mains de Fatah. Aujourd'hui, il est entre les mains de Hamas, qui font une gestion de l'ombre, hein, leading from behind. Ils mettent en avant les groupuscules islamistes. On sait tous qu'il suffit de changer de casquette pour passer de Jand al-Sham à Fatah al-Islam, etc. Ce n'est pas des enseignes fixes. Mais c'est maintenant Hamas qui contrôle Ain el-Helwe, à ma connaissance. Par contre, Ain el-Helwe, 120 000 personnes, l'armée libanaise, très clairement, fait une approche de isolation sans contrôle. Ils ne veulent pas contrôler Ain el-Helwe parce qu'ils ne peuvent pas contrôler Ain el-Helwe. L'armée libanaise, le coût serait énorme pour entrer entre 120 000 civils avec des groupuscules islamistes, etc. Mais ça ne les avait pas empêchés à Nahr el-Berid? Ah, justement. Nahr el-Berid, premièrement, est beaucoup plus petit qu'Ain el-Helwe. Beaucoup plus petit. Ça a coûté combien de temps? 3 mois. Avec des pertes énormes. Non, je ne crois pas qu'il y ait un intérêt de l'État libanais, de l'armée libanaise, d'entrer, en fait, d'attaquer Ain el-Helwe avec toutes les pertes civiles qui peuvent y être. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une décision politique au Liban de désarmer tous les camps? Oui. Est-ce qu'elle a été appliquée? Non. Il faut se rendre à l'évidence. Mais est-ce que ça a une incidence quelconque à ce qui s'est passé à Gaza? Non, sincèrement, je ne crois pas du tout. Est-ce qu'il y aurait, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des répercussions sur le Liban de cette guerre sur Là, je vais analyser. Je suis plutôt connu pour être quelqu'un qui n'aime pas les analyses. Oui. Je préfère avoir des conclusions en assemblant beaucoup de données. Alors, prédire l'avenir, surtout dans cette région du monde, est toujours très risqué. Mais je vais donner mon avis, en fait. Le Hezbollah ne peut pas attaquer. Pourquoi? On a dit surprise, plusieurs fronts. Il n'a plus l'élément surprise. Mais il n'était pas au courant? Je ne sais pas, il faut leur demander à eux. À mon avis, il était au courant. À mon avis. Parce que c'est le même dispositif. En fait, les frères musulmans, Hamas et le Hezbollah, ont le même logiciel. Il y a eu un froid pendant une période qui était la guerre en Syrie, parce que les frères musulmans se battaient contre Bachar al-Assad. Mais ils ont le même logiciel, celui des frères musulmans. Ils se comprennent avec l'Iran, avec le Hezbollah, etc. Mais est-ce que Hezbollah, aujourd'hui, a intérêt à s'impliquer dans cette guerre, sachant qu'il a perdu l'élément surprise, qui est un élément vital pour faire une action de overwhelming, hein, de noyer en fait la chaîne de commandement et de contrôle. Il a perdu ça, à mon avis, il n'a rien à gagner dans cette affaire. Deuxièmement, l'arme fatale de l'Iran dans la région, c'est le Hezbollah. Pourquoi ils vont jeter le Hezbollah dans un affrontement sans portée politique, avec beaucoup de risques militaires et de frappes ciblées, etc. Je ne crois pas. Et surtout que la Hamas a fait le travail, hein, avec des centaines d'otages et de prisonniers de guerre. Pourquoi impliquer le Hezbollah dedans? Maintenant, si on va revenir à la logique de noyer l'ennemi, c'était à l'instant même que les attaques auraient dû se concerter, mais parce qu'il y avait l'élément surprise. Aujourd'hui, à mon sens, c'est trop tard. Bon, mais à ce moment aussi, il y a aussi beaucoup d'échos comme quoi ça va très mal du côté du Hezbollah au niveau de ses partisans, etc., parce que les gens vivent dans une misère incroyable. Et donc, il a un peu perdu cette emprise qu'il a sur ses partisans. Mais est-ce que ce ne serait pas une façon pour le Hezbollah, là je fais l'avocat du diable, ce ne serait pas une façon pour le Hezbollah de utiliser ce qui est en train de se passer à Gaza avec une percée de Hamas comme étant une victoire et d'utiliser ça pour essayer de convaincre sa masse partisane comme quoi c'est le bon moment et qu'il faut aller aider et aller libérer
enfin, libérer. D'abord, considérons que, mettons les choses dans leur cadre. Cette action de Hamas ne vise pas à faire tomber l'État d'Israël. Elle sert à le mettre presque à genoux, hein, et négocier après. Mais l'idée n'est pas d'envahir Al-Aqsa ou Jérusalem ou Tel Aviv, etc. Alors c'est une action militaire à portée politique et à portée absolument morale, qui a frappé aujourd'hui le moral des troupes en Israël, mais surtout des citoyens israéliens. Maintenant, vous me dites que la population qui forme le nid douillet de Hezbollah, qui est les gens du Sud, principalement la communauté chiite, etc. Je ne crois pas, parce que déjà, ils sont exsangues. Et s'il fait une frappe, et ils vont commencer, les Israéliens, à taper la banlieue sud, le sud, la Beka, etc., cette fois-ci, il n'y a pas le Qatar, il n'y a pas l'Arabie saoudite pour réparer tout cela. Alors, je ne crois pas, et je crois que l'Iran ne veut pas les jeter dans cette aventure, sachant qu'il reste juste un pays qui pourrait réparer en fait les dégâts et qui ne va pas le faire parce que la situation économique est terriblement dégradée. Comment vous expliquez aussi le fait qu'on se dirigeait dans la région vers un climat de paix et de normalisation, et puis tout d'un coup, cette guerre éclate, et donc il y a comme un bouleversement de l'ordre mondial. Est-ce que c'est une façon... il y a des gens qui disent que peut-être, oui, en fait, c'est un changement entre la guerre en Ukraine, maintenant la guerre à Gaza, etc. Donc, est-ce que tout ça est en train de pousser ou ce sont les prémices d'une troisième guerre mondiale? Moi, je ne crois pas qu'il y ait un changement de l'ordre mondial. Je crois que c'est un peu exagéré. Okay. C'est vrai que ce qui pèse le plus aujourd'hui, c'est l'Ukraine, hein, parce que c'est la Russie qui est impliquée. Est-ce qu'il y a une secousse au niveau de l'ordre régional? Oui. Hein, au niveau de l'ordre régional, il y a une secousse très importante à travers ce que le Hamas a fait. Et je peux vous le dire directement, les populations arabes soutiennent à 100%, même ceux qui sont entièrement contre les frères musulmans. Mais là, il y a eu une action contre l'ennemi juré des peuples arabes. Ne croyez pas, parce qu'il y a des États qui ont ouvert les relations, que les peuples arabes, moi je l'ai senti en France, hein, les gens descendants de parents arabes, algériens, marocains, etc., la Palestine est très importante pour eux. Alors, il y a cela d'un côté, mais je crois que c'est lié. C'est-à-dire l'ouverture des pays arabes sur Israël, je crois que c'est lié, qu'il y a une réaction de l'Iran à travers le Hamas pour reprendre la main et se mettre comme les parrains qui défendent la Palestine, etc. Je crois qu'il y a un lien direct, oui. Pierre Bourassa, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir cette interview sur icibeyrouth.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.